Ça c'était là avant, ça c'est une photo que j'ai fait dans un restaurant diététique à Hangzhou. Hangzhou, il y a pas mal de restaurants diététiques, vous y allez, les plats sont marqués, alors celui-là tonifie l'énergie du poumon, celui-là élimine la chaleur du foie, celui-là fait circuler l'énergie, etc. Donc c'est un vrai plaisir d'aller manger là-bas, on fait D'ailleurs avec Roveiko, le professeur qui était à la fac ici, on avait imaginé de faire un restaurant où on prenait le pouls des personnes, on regardait leur langue à l'entrée, et après on leur disait voilà, vous prenez tel menu et vous faites telle chose. Mais c'est un peu compliqué. En Chine, c'était très cher, mais je suis allée faire ça, on nous a fait des plats. Ah bon, en plus c'est très bon. Je ne sais plus qui disait l'alimentation c'est un des piliers de la santé, effectivement. Hein, les 4 piliers de la bonne santé en médecine chinoise, c'est l'alimentation, la respiration, l'alternance d'exercice et de repos, capable de déclencher de temps en temps pour se reposer, mais pas passer sa journée dans le canapé devant des séries, et l'attitude mentale, parce que la gestion des émotions va être quelque chose d'important aussi. Voilà. Donc là, on va s'occuper plus de l'alimentation, et j'ai fait deux parties à cette conférence. La première partie qui est la diététique chinoise, et puis la deuxième partie qui est ce que j'appelle la diétothérapie chinoise. C'est un mot un petit peu barbare, mais en fait, diététique, ça se dit Sheyang, c'est-à-dire se tonifier par l'alimentation, se nourrir, mais vraiment dans le sens amener des nutriments par l'alimentation, alors que Sheliao, c'est vraiment se traiter par l'alimentation. Donc c'est une partie qui est plus une diététique thérapeutique. La diététique chinoise, toujours pareil, hein, j'aime bien trouver des photos sympathiques qui donnent envie, parce qu'elle va apporter son attention à justement, est-ce que les plats sont beaux, donnent envie de manger. Ça, c'est un point d'attention particulier. Alors, diététique chinoise, mais pas forcément cuisine chinoise. C'est-à-dire, c'est une diététique qui est universelle dans ses principes et qu'on peut adapter complètement à notre alimentation. Donc, moi, j'utilise ça dans mon alimentation quotidienne, mais tout en continuant à manger occidental la plupart du temps, même si j'aime bien manger aussi chinois. La diététique chinoise, elle est basée sur les principes qui animent qui sous-tendent, qui animent la médecine chinoise. Vous avez sûrement entendu parler, le yin-yang, les 5 mouvements, c'est peut-être des choses qui vous sont familiers, ou pas. Yin-yang, on va faire simple, hein, c'est l'exemple que je donne dans mon livre, c'est vous prenez une montagne, une colline, et puis d'un côté vous avez le soleil. Les caractères chinois anciens racontent ça. D'un côté, vous avez le soleil de la montagne, et de l'autre côté, forcément, c'est à l'ombre. Du côté au soleil, qu'est-ce qui va se passer? Il y a de la lumière, il y a de la chaleur, il y a du mouvement, puisque dès qu'il fait beau, les oiseaux sortent, les animaux sortent, etc. C'est plutôt sec, puisque le soleil va assécher, etc. Qu'est-ce qui se passe du côté qui n'est pas au soleil? C'est plutôt sombre, humide, on rentre à l'intérieur, c'est froid, Donc on a déjà quelques caractéristiques yin-yang très simples. La médecine chinoise étant basée sur l'observation de la nature et sur le fait que l'homme est un microcosme dans le macrocosme. C'est-à-dire tout ce qui se passe au niveau de la planète se retrouve dans l'homme. Donc on va retrouver dans l'homme des montagnes, des rivières, des structures, etc., un peu plus dures, des métaux, et ainsi de suite. Mais on va trouver aussi de l'humidité, du vent, de la sécheresse. Quand on regarde un sol sec, on voit qu'il se dessèche, il se craquelle un petit peu. Et vous regardez une peau sèche, ça donne un peu cette impression. Quelqu'un qui est gorgé d'humidité, qui a de l'œdème, qui a des tissus un peu édémateux, pour la médecine chinoise, c'est de l'humidité dans le corps. Quelqu'un qui a des tremblements d'espace, mais autres, c'est du vent. Parce que c'est comme le vent qui agite les choses. Donc voilà, la médecine chinoise, elle parle de cette façon-là. Et elle va raconter les choses de cette façon-là. Et on va à chaque fois se dire, bon, quel est le rapport yin-yang, quel est le rapport entre les différents organes et leur correspondance, et je vais vous reparler de ça, et puis quelle est la situation en tant que terre, terre et ciel. Terre et ciel, est-ce que le ciel est beau, est-ce que la terre est productive et en bon état, ou est-ce que c'est un peu desséché, ou au contraire trop inondé, ou est-ce qu'il y a des éclairs dans le ciel de la personne, ou est-ce qu'au contraire il y a un grand soleil magnifique. Donc les émotions jouent un rôle, l'état des fonctionnel des organes joue un rôle, mais il y a une corrélation bien sûr entre tout ça. Quand on parle des organes en médecine chinoise, très rapidement, on ne parle pas de l'organe tout seul. C'est-à-dire que quand on parle du foie, par exemple, ça ne va pas être juste le foie organe,
ça va être le foie et un certain nombre de correspondances. Des correspondances qui vont être des organes, mais qui vont être une couleur, qui vont être des saveurs, qui vont être des odeurs, qui vont être les ongles par exemple, les yeux correspondent au foie. Il y a un certain nombre de choses qui veulent les muscles. Tout ça va être associé au foie. Et saison. Voilà. Quand on parle de la rate en médecine chinoise, alors on dit c'est l'organe central de la digestion. Donc les médecins qui sont ici doivent avoir les cheveux qui se dressent sur la tête en disant comment la rate c'est l'organe qui permet la digestion. Non, pas en médecine occidentale, mais en médecine chinoise, oui. Simplement parce qu'on a attribué à rate pancréas, un certain nombre de fonctions, de transformation qui permettent justement la digestion. La digestion des aliments qu'on va ingérer et la digestion des informations qu'on va ingérer. Pour les Chinois, c'est le même organe. C'est pour ça que quand vous êtes tout de suite après le repas, c'est difficile de se concentrer parce que l'énergie de la rate, elle ne peut pas être à la fois dans le digestif et dans le cerveau. C'est une façon de penser différente de la santé. Donc tout est construit là-dessus. Pourquoi je rentre un petit peu là-dedans? Pour vous parler de notions importantes en diététique qui est comment les Chinois voient la digestion. Digestion, c'est transformation en fait. C'est la transformation des aliments qu'on reçoit en énergie, en sang, en liquide, etc. Tous les substrats dont le corps a besoin. Pour ça, c'est comme si l'estomac était un chaudron qui reçoit les aliments. Pour que la cuisson puisse se faire dans le chaudron, il faut du feu. Et ce feu, c'est l'énergie yang. Je vous disais, le yang, c'est le soleil, c'est le côté chaud, etc. Donc ça va être le yang de la rate, justement. C'est pour ça qu'on dit que c'est cet organe qui favorise la digestion des aliments. Soutenu par un autre feu ici, que je n'ai pas dessiné, mais qui est le feu originel, qui est notre programmation, en fait, le feu qui soutient tous les organes et qui leur donne leur message de ce qu'on a pu recevoir de nos ancêtres. Et donc ces deux feux là-dessous vont aider cette transformation. À partir de là, l'énergie des aliments et des boissons va être envoyée vers le haut, vers le poumon et le cœur, qui vont fabriquer l'énergie, le sang, les liquides et les distribuer dans tout le corps. Ça, c'est la partie subtile des aliments. La partie trouble des aliments, à partir des l'estomac, descend dans l'intestin gras, le gros intestin, la vessie, et puis elle est éliminée à partir de là. Voilà très succinctement la vision de la physiologie de la digestion en médecine chinoise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est le plus important. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met dans l'estomac et quelle capacité on a, avec les organes, principalement la rate et les reins, de créer cette cuisson, donc cette transformation. Est-ce qu'on a suffisamment d'énergie de langue pour que ça se fasse? Petite question toute simple. Après le repas, est-ce que vous avez un coup de barre? Est-ce que vous feriez bien une sieste? Oui, ça veut dire que votre feu n'est pas assez fort. Ça veut dire que quelque part, si le feu n'est pas assez fort pour la digestion, eh ben, le corps va récupérer toute l'énergie un peu partout, dans les membres et puis dans la tête, pour la rassembler ici, pour faire cette transformation. Donc c'est un premier signe que l'énergie ici n'est pas suffisante. Ça veut dire qu'il va falloir l'entretenir. L'alimentation va être un des bons moyens d'entretenir ce feu. Et je me souviens qu'après chaque repas, on buvait une tasse d'eau chaude. Ouais. Pour chauffer l'estomac. C'est ça. La deuxième chose, effectivement, c'est que pour que les choses soient bien transformées, on va éviter tout ce qui est froid, tout ce qui est cru, tout ce qui est glacé, parce que la température de l'estomac pour que les transformations se fassent doit monter au moins 37 degrés, voire plus, ça prend autour de 38 degrés, etc. Ça veut dire que plus vous mettez des choses froides dans votre estomac, plus c'est votre énergie à vous qui va devoir se dépenser pour remplacer. Donc pour les Chinois, on ne mange pas froid, on mange cru de temps en temps en été éventuellement, mais pas trop. Et dans ce cas-là, on mastique le plus possible pour réchauffer les aliments en bouche avant qu'ils arrivent dans l'estomac. Donc la nécessité d'amener plutôt des aliments à température à peu près du corps, ou un peu plus chaud, et d'éviter tout ce qui est froid. Ça veut dire éviter de boire un grand verre d'eau froide avant le repas, parce que qu'est-ce qui se passe quand on dit c'est un coup de faim? C'est vrai, vous prenez un grand verre d'eau, ça coupe la faim. Simplement parce qu'en fait, le signal de j'ai faim, c'est que le feu s'est mis en place pour digérer les acides au niveau de l'estomac, c'est un peu la même chose. Si vous mettez un grand verre d'eau sur le feu,
ça va l'éteindre. Si vous diluez les acides gastriques, ça va aussi les rendre inopérants. Donc le corps dit, ah non, c'est plus le moment, attends, je récupère un peu là, et puis on verra plus tard. Donc oui, effet coupe-faim, mais si vous faites ça et que vous mangez derrière, bah, du coup, pas de digestion, pas bonne digestion, parce que ça sera froid. Par contre, manger sans boire trop, et comme je disais, boire de l'eau chaude après le repas, ou une boisson chaude après le repas, va permettre de favoriser la digestion. Ça fait partie des petits principes, bien mastiquer, manger plutôt chaud et plutôt boire chaud après pour favoriser la fabrication d'une espèce de soupe digestive qui va plus facilement passer dans les intestins. C'est déjà les premières informations qu'on peut retirer de ça. Deuxième information importante qui correspond à la qualité, on pourrait dire, des aliments, c'est le qing, c'est une notion très particulière à la médecine chinoise, mais qui est la vitalité que porte l'aliment. Là, je vous ai mis deux photos d'une salade, donc une qui a l'air bien fraîche, qui vient d'être cueillie, ou alors qui est passée par des radiations ou autre. Mais normalement, quand on cueille la salade, elle est comme ça, puis si elle est restée quelques jours dans votre frigo, elle ressemble plutôt à ça. Là, le qing de l'aliment, c'est sa capacité vitale. C'est pratiquement, si vous replantez votre laitue, elle devrait pouvoir repousser. Quand on coupe une viande ou autre, il faudrait pouvoir la regreffer. C'est un peu exagéré, mais la vitalité, c'est cette capacité vitale qui existe encore dans l'aliment et qui nous nourrit. Les graines germées, par exemple, sont très riches en vitalité parce que justement, c'est tout ce qui est contenu dans la graine qui se développe à ce moment-là. Et on sait qu'en termes de protéines, en termes de nutriments, les graines germées sont très très riches et une grande multiplication des nutriments. Donc, les Chinois sont très attentifs au qing d'un aliment, à la vitalité d'un aliment. Pour ça, on va voir quelle est leur origine. Les plantes les aliments les plus riches en qing sont les aliments sauvages. Parce que s'ils ont résisté à tous les insectes, les conditions qu'on ne les a pas soignés et tout, et qu'ils sont en bonne santé, c'est que c'est des winners et que vraiment, là, ils vont vous apporter beaucoup de qualité. Après, la culture biologique, les cultures contrôlées, puis on va vers les cultures, je ne sais plus comment on appelle ça. Industrielles. Phytosanitaires. Voilà, ça c'est les traitements après. Les cultures pleines de pesticides, des cultures intensives, ce genre de choses, voire des cultures hors sol. On n'a pas du tout le même rapport. Culture hors sol, on sait qu'on apporte les bons nutriments, tout ce qu'il faut, mais c'est hors sol. Et pour la médecine chinoise, être ancré dans la terre, c'est quelque chose d'important. Donc, qu'est-ce qui favorise la vitalité de l'aliment? La culture biologique, la germination éventuellement des graines, il ne faut pas en abuser, parce que trop de qing, c'est difficile à digérer. Les récoltes à maturité à date convenable avec un minimum de manipulation, pas d'utilisation de gaz, de machin, de rayons gamma, des trucs comme ça, bien sûr. Conservation au sec à l'abri de l'air, dès qu'il y a de l'humidité, ça va abîmer les aliments. Délai de consommation court. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre une semaine pour manger notre salade. Le mieux, c'est vous prenez votre salade dans le jardin. Pour ceux qui ont un jardin, c'est comme ça qu'on se soigne le mieux. Et puis, vous la consommez assez rapidement. Et surtout, coupe au dernier moment. Parce que la vitalité, on considère qu'elle est contenue aussi dans les liquides de l'aliment. Regardez une carotte râpée que vous venez de râper, c'est super agréable, c'est vraiment, ça donne envie. La même carotte, le soir ou le lendemain, on sent bien qu'il y a une partie de la vie de la carotte qui est partie. Donc toujours couper au dernier moment. En cuisine chinoise, les préparations se font vraiment au dernier moment et des cuissons souvent très rapides. Les cuissons yang, c'est-à-dire chaudes et rapides. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un wok chinois. Le wok, pas pareil, oui, mais comment ça cuit dans un restaurant de wok ou en Chine? Le feu, il est à peu près haut comme ça. C'est-à-dire qu'il déborde du wok, ça fait un bruit de moteur presque, de ronflement. Tellement le feu est fort, parce qu'il faut saisir les aliments très rapidement pour, je dirais presque coaguler la surface, mais que ça reste cru à l'intérieur. Et en fait, cette coagulation de la surface va, c'est pas le terme exact, mais vous voyez ce que je veux dire, va enfermer justement les nutriments à l'intérieur et éviter la déperdition à l'extérieur. Dès qu'on cuit dans l'eau longtemps, etc., toutes ces vitamines et minéraux, c'est un peu ça, va partir dans l'eau, et si vous jetez l'eau, c'est pas l'eau, c'est dommage.
La conservation est importante aussi, quand on conserve au froid, à l'abri de l'air et à une température sous atmosphère contrôlée, ça va se conserver mieux que si vous laissez votre aliment dehors. Donc tout ça, c'est ce qui favorise, et forcément tout ce qui ne favorise pas, c'est le contraire, c'est-à-dire tout ce qui se fait actuellement au niveau de l'industrie agroalimentaire, pratiquement. Donc ayez un jardin. C'est pour ça aussi que je suis partie à l'Est. Maintenant, j'ai un jardin, je fais mes légumes et je suis ravie. Alors, c'est quoi une alimentation équilibrée? Selon le Huang Tingting, qui est un des ouvrages de référence de la médecine chinoise, c'est le classique interne de l'empereur jaune, qui date à peu près de 220 avant notre ère, et qui est vraiment le livre de référence pour beaucoup de choses. Il a été augmenté, commenté, etc. après, mais l'essentiel était posé à ce moment-là. Donc il dit, les 5 céréales ont pour rôle de nourrir. Quand on dit 5 céréales, ça veut dire toutes les céréales, mais classifiées selon les 5 mouvements. Donc les céréales ont pour le rôle de nourrir. Les 5 fruits les assistent, ils vont avoir un rôle d'assistant pour aider à la nutrition. Les 5 animaux, donc les viandes, ont pour rôle de tonifier, et en ça les viandes sont quand même importantes dans l'alimentation. Les 5 légumes ont pour rôle de remplir, c'est-à-dire que c'est avec les légumes qu'on va pouvoir faire du volume aussi. Et lorsque le qi, l'énergie et la saveur de l'aliment sont combinés et transformés par la digestion, l'énergie de la personne est tonifiée et le qing de la personne est enrichi. C'est-à-dire que les aliments en ont, mais nous aussi. Vous savez, par moments, on est plein de vitalité, puis on a 2 tensions et on sent bien que la vitalité n'est pas là. Donc ça veut dire que si les aliments, on a des aliments variés avec ces 4 groupes-là, et qu'ils sont combinés et que la digestion se fait bien, la transformation se fait bien, on va produire de l'énergie, on va produire du sang, des liquides, et ce qu'on appelle le qi, je n'ai pas le temps de vous développer ça, mais c'est notre réserve vitale, notre réserve de vitalité. Comment ça se répartit? Ça va se répartir un peu de cette façon-là. C'est assez proche des pyramides qu'on conseille en Occident, mais ce n'est pas forcément proche de ce qu'on a dans nos assiettes au quotidien. C'est-à-dire que la base doit être céréales, légumineuses, pratiquement. Ensuite, vous avez les légumes et les fruits, qui doivent remplir et assister une partie assez importante. En plus petit, là, vous avez tout ce qui est protéines. Et puis là, c'est les cochonneries, les sucres, les trucs, les graisses, mais en toute petite quantité. Voilà. Donc dans l'idéal, c'est à peu près à ça que devrait ressembler notre assiette pour être en bonne santé. Quand je parlais des viandes qui tonifient, oui, elles tonifient à condition de les manger en petite quantité. En Occident, vous prenez un blanc de poulet, vous faites du blanc de poulet aux légumes, etc. Chacun va avoir son blanc de poulet dans son assiette. En Chine, vous faites un plat au poulet, vous prenez un blanc de poulet, il va faire un plat pour 4 personnes. Parce qu'on le coupe en petits morceaux, il est mélangé à des légumes, on a le riz à côté et ça se passe très bien. Donc c'est la quantité de viande si on mange trop de viande, par contre, c'est considéré comme générer des déchets métaboliques et encrasser l'organisme. Donc par contre, un petit peu de viande va nourrir en particulier le sang, puisque la viande contient du sang, donc ça va nourrir le sang de la personne. Donc en cas d'anémie, ce genre de choses, par exemple, on conseille au moins un petit peu de viande ou de bouillon de viande. Les bouillons sont très utilisés pour cette fonction de nutrition aussi. Les petites règles de savoir manger en diététique chinoise, ça va être manger avec modération. Pour que les transformations se fassent bien, il faut laisser un peu de place aux choses. C'est comme pour un cycle de lessive. Vous savez, si vous bourrez bien votre machine à laver, ça va être un petit peu difficile de laver. Il faut laisser de la place pour que les choses puissent se faire. C'est pareil dans l'estomac. Mastication, s'il y a un principe à retenir, c'est celui-là. C'est-à-dire que normalement, il faudrait pratiquement que les aliments soient liquides avant d'arriver dans l'estomac, parce que ça les réchauffe, parce que ça casse les fibres de cellulose, par exemple, qui sont des fibres insolubles, et sinon qui emmèneraient les nutriments hors du corps, par définition. Et parce que l'estomac n'a pas de dents, donc si on veut que les aliments soient réduits et transformés facilement, c'est au niveau de la mastication que ça va se passer. Avec les effets de la salive. Oui, bien sûr, c'est notre façon de dire les choses.
Régularité. Alors en médecine chinoise, on dit que la régularité apporte de l'énergie et que l'irrégularité en consomme. C'est-à-dire que si un jour vous mangez à midi, puis le lendemain 1 heure, puis le jour d'après 11 heures, puis à 3 heures, etc. Ne me regardez pas, je sais que j'ai tendance à faire ça, je ne vois pas passer l'heure comme je travaille. Mais l'irrégularité fait que en fait, le corps sait plus se positionner. Plus c'est régulier, plus il sait qu'à telle heure il se passe ça, et donc il va prévoir d'une certaine manière d'envoyer les sucs digestifs pour préparer un temps. Quand on mange avec irrégularité, du coup, il va envoyer des sucs digestifs, puis c'est pas utilisé, donc ça risque plus d'attaquer l'estomac qu'au moment de transformer. C'est plus consommateur d'énergie. Donc plus on mange avec régularité, mieux c'est. Avoir faim, c'est important aussi. Vous aurez plus facilement faim si vous mangez avec modération au repas, parce qu'après un gros repas, on sait bien qu'on n'aura pas faim avant un moment. Donc avoir faim, c'est important parce que c'est justement le signal qu'envoie le corps pour dire c'est bon, vous pouvez envoyer des aliments, on est prêt à les transformer. Manger en conscience, ça je crois que c'est la chose qui est le moins suivie de nos jours, c'est-à-dire que quand on mange un aliment, on se nourrit de son énergie. Et c'est important pour les Chinois de justement se nourrir de cette énergie par la conscience qu'on apporte à ce qu'on mange. Quand on mange avec la télé allumée ou en train de bouquiner ou même dans la discussion, on perd cette énergie. Cette énergie est à l'extérieur du corps, elle n'est plus à l'intérieur du corps où elle devrait être. Les taoïstes, les moines taoïstes entre autres, quand ils mangent, il y a vraiment toute une préparation et puis ils se tassent comme ça d'une certaine manière. Ils mangent en savourant chaque bouchée, en étant conscient de chaque bouchée de ce qu'elle apporte et en sentant ce que ça fait dans le corps. Et à la fin, quand ils ont fini, alors c'est pas des grosses quantités, hein, ça va être un bol comme ça de porridge ou de riz avec quelques aliments, et puis ils se redéploient comme ça, ils reprennent. C'est assez drôle à voir faire. La conscience, c'est quelque chose d'important. Plus vous mettez votre conscience dans ce que vous ingérez, et plus vous allez pouvoir en bénéficier. Du coup, l'état d'esprit est important. Vous savez très bien quand on est en colère, stressé, tout ça, la digestion, c'est moyen. Et ce qui peut favoriser, c'est l'automassage et la marche après les repas. L'automassage, pas une chose très difficile, hein, chauffer ses mains et puis aller simplement masser l'estomac dans le sens des aiguilles d'une montre et puis éventuellement faire descendre l'énergie vers le bas. Ça peut être simplement ça, mais voilà, donc simplement mettre les mains dessus et amener de la chaleur. Tout ça, ça va amener du yang, ça va favoriser le feu digestif. Ça s'appelle le feu digestif. La marche après les repas, ça peut être intéressant, plus particulièrement pour les gens stressés. Parce qu'en fait, quand on est stressé, c'est l'énergie du foie qui est bloquée et le foie est associé au muscle. Donc quand on marche, ça va détendre l'énergie du foie et du coup la digestion se fera mieux. Parce que le foie, le problème, c'est que quand il se bloque, il bloque tout le monde. Vous savez, quand vous êtes stressé, ça se noue ici, on respire moins bien, il n'y a rien qui passe ici. Voilà. Donc le fait de marcher remet en mouvement le méridien du foie, remet en mouvement l'énergie musculaire et du coup va favoriser la digestion. Donc une petite marche après le repas est intéressante. Elle est thérapeutique, vitale pour les diabétiques. Des études ont montré que marcher tout de suite après le repas, en fait, faisait baisser la glycémie drastiquement. Probablement parce que du coup le sang est utilisé directement, le sucre dans le sang est utilisé directement par les muscles. Et du coup ça évite de le stocker. Petite règle encore de savoir manger, les 6 grands conseils diététiques. Mieux vaut manger tôt que tard, mieux vaut manger lentement que rapidement, peu que trop, plutôt fade que salé. Alors quand on dit salé, c'est salé, mais c'est aussi toutes les saveurs. Trop de saveurs, en fait, c'est considéré comme très riche et difficile à digérer. C'est pour ça que dans un repas chinois, vous avez le bol de riz blanc, généralement, et puis quelques aliments autour qu'on va utiliser, un peu de viande, un peu de légumes, etc., qu'on va prendre autour, mais il y a cette base fade, d'une certaine manière, qui est importante. Je sais que souvent dans les restaurants chinois, les gens commandent du riz cantonais. Il faut savoir que le riz cantonais, c'est un plat complet à soi tout seul. C'est le plat que les cantonais mangent les lendemains de fête, en fait, puisque ça permet d'avoir un plat
où tout est contenu, il y a toutes les saveurs, toutes les consistances, toutes les couleurs, absolument tout, dans un seul plat. Donc il va nourrir tous les organes, mais sans surmener le système digestif. Il vaut mieux manger mou que dur, parce qu'effectivement, ça facilite les transformations au niveau de l'estomac. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger que mou. Il faut toutes les consistances aussi, hein, les différentes consistances. Mais c'est plus facile à digérer. Et quand c'est trop dur, il faut bien mastiquer pour le rendre mou. Plutôt tiède que froid ou brûlant. Alors, je vous ai dit que si on mange froid, ça va utiliser votre énergie yang pour réchauffer. Si on mange trop chaud, ça va utiliser votre énergie yin pour refroidir. Dans les deux cas, c'est votre énergie qui va payer la note. Donc, si on mange à température médiane, ça va être plus facile pour le corps d'assimiler directement. C'est pour ça aussi que l'eau tiède, l'eau chaude est beaucoup plus facile à assimiler. Alors, boire de l'eau chaude pour les Occidentaux, c'est souvent pas bon. En fait, essayez et vous verrez que le corps reconnaît très vite que ça lui fait du bien et il en redemandera. J'ai toujours le souvenir d'une de mes collègues, le premier voyage en Chine, on était à l'hôpital, donc climatisé, il faisait 37-38 degrés, on n'en pouvait plus. Et j'avais une collègue qui avait une petite bouteille de viande dans sa poche, ça, bon, température ambiante. Hein. Le médecin se met comme ça, il la regarde et dit en fait, vous faites exprès de vous rendre malade. Pour lui, c'était boire même comme ça, c'était se rendre malade. Il fallait vraiment boire chaud et tous les Chinois ont soit leur thé, soit de l'eau chaude simplement qu'ils boivent en s'amusant. Je vous ai mis une petite citation du livre des rites, du livre des rituels, qui est un des 5 canons de la pensée chinoise, qui dit « Les règles prescrivent de se conformer aux saisons de l'année, d'offrir au repas des produits du pays où l'on est, de s'accommoder aux désirs de l'esprit, aux inclinations de l'homme, à la nature des choses. Ainsi, chaque saison aura une production particulière, chaque terrain ses plantes favorites, chaque homme ses mets qui lui conviennent. » Bon sens. Ce que la saison n'a pas produit, là on est déjà plus dans le bon sens. Ce que la saison n'a pas produit, ce que la seule n'a pas nourri, un homme sage ne l'offre pas. Donc des tomates en hiver, par exemple, bonne idée, je vous expliquerai pourquoi après. Si les habitants d'une montagne aride offraient du poisson, si les habitants du bord d'un lac offraient des sangliers, un sage dirait qu'ils ne connaissent pas les règles de santé. En ce qui concerne ces règles, il faut considérer en premier lieu le temps, en second lieu l'ordre établi par la nature, en troisième lieu la qualité, en quatrième lieu ce qui convient à la condition des personnes et des circonstances, et en cinquième lieu la proportion. Donc tout ça va être pris en compte en diététique chinoise. Je n'ai pas le temps de tout développer, mais on va passer un petit peu vite là-dessus. J'ai jusqu'à quelle heure? 6h30, 7h30, vers 7h30 on échange et voilà, mais tu peux expliquer. Très rapidement. Respect de l'ordre établi par la nature, c'est, comme on a vu, produit du terroir, produits naturels, bio, etc. Respect du cycle de maturation, importance du soleil, et puis savoir la saison, le temps tel qu'il est, parce que vous pouvez avoir, on vient de finir l'automne, l'automne peut être très humide comme il peut être très sec, du coup l'alimentation va devoir aussi être modifiée en fonction de ça. Plus il fait humide, plus le temps est humide, plus les aliments sont gorgés d'humidité externe, et plus il va falloir des cuissons sèches, au four, grillé, etc. Plus au contraire la saison est sèche, et plus on va favoriser des cuissons à l'eau ou à la vapeur pour réhydrater les aliments. Petite chose, mais c'est toujours une histoire d'équilibre yin-yang dans le corps. Respect de la saison, parce que chaque saison va apporter des aliments particuliers qui sont d'abord gorgés de la même énergie du ciel et de la terre que celle qui vous traverse, donc ils vont être au bon diapason, mais aussi qui vont apporter quelque chose de particulier. Si je prends l'été par exemple, en été vous allez avoir des courgettes, des concombres, des tomates, des pastèques, des melons, etc., qui sont gorgés d'eau et qui ont une énergie refroidissante. Quand il fait très chaud et sec en été, c'est vraiment adapté. La même chose en hiver, maintenant quand il fait froid et humide, ça n'a pas de sens. Manger des tomates actuellement, des concombres ou ce genre de choses, c'est beaucoup plus difficile, ou alors il faut les cuire. Mais crus, ça va être compliqué pour l'organisme. Là, on arrive dans la période, on est en train de sortir de l'automne, d'arriver près de l'hiver,
dans la pensée chinoise, on est déjà, il n'est pas encore le solstice, mais ça commence à se manifester. Regardez les choses qu'on va trouver, vous voyez, pommes de terre, carottes, etc. Ce sont beaucoup des choses qui poussent sous la terre. Pourquoi? Parce que l'énergie en hiver, elle est en profondeur. Regardez, tous les arbres perdent leurs feuilles, l'énergie va descendre dans les racines. C'est dans les racines qu'on trouve le plus d'énergie, donc en hiver, c'est là que les nutriments seront les plus riches et vont vous nourrir le plus. Donc les légumes racines en particulier sont parfaits pour l'hiver. Donc tout ce qui pousse en hiver va convenir à votre énergie d'hiver. Votre énergie doit être aussi plus centrée, alors qu'en été, elle est plus en extérieur. Donc chacun au printemps, c'est les petites pousses, les nouvelles pousses, les choses qui sortent de terre, comme ça, cette énergie printanière, comme les asperges qu'on va trouver. Et puis l'automne, ben, on va avoir une espèce de densification des choses. Et par exemple, les courgettes là sont pleines d'eau, alors qu'une courge va être beaucoup plus dense. Et on a beaucoup de choses qui sont dans les couleurs orange et marron, c'est-à-dire les couleurs d'automne, qui sont la couleur, on va voir après, qui correspond à la rate et l'estomac, et donc qui nourrissent le centre de l'énergie. Dans les choses à respecter, il y avait le respect de la qualité. Produits sains, vivants, pas de conservateurs, de pesticides, d'irradiation, rayons gamma et compagnie, pas d'additifs de préférence. Alors pourquoi j'ai mis ces images-là? C'est parce que le lait, même bio, les procédés actuels maintenant sont, il faut tout séparer, le lait en plusieurs parties, puis après on rassemble, et puis si c'est du demi-écrémé, on met seulement la moitié de la crème, et si c'est du écrémé, on en met que 10%, si c'est complet, mais il y a une séparation avant de remettre. Donc à part le lait pasteurisé, le lait qu'on consomme, c'est plus vraiment du lait. Même s'il est reconstitué, le fait qu'il ait été séparé et reconstitué est plus valable. J'ai mis l'image du pain parce que ça me fait toujours sourire à mes patients qui disent « Ah, je fais attention, c'est ce que je mange, donc je mange du pain complet. » Il est bio votre pain complet? Non. Ah ben c'est bien beau là aussi parce qu'en fait, où se mettent les pesticides? Dans l'écorce. C'est pas l'écorce de la graine, mais dans l'enveloppe de la graine. Et donc quand on prend du pain complet non bio, ça veut dire qu'on a tous les pesticides, on a plus de pesticides pratiquement que dans du pain blanc. Donc du pain complet, oui, mais bio et au levain naturel de préférence qui gère les transformations de façon beaucoup plus intéressante en fait. Et des procédés de conservation naturelle. Ça, c'est les choses générales. Et après, on va s'occuper du rythme et du contenu des repas, de l'âge de la personne, l'activité, l'état de santé de la personne. Rythme et contenu des repas, c'est, on considère que 3 repas par jour. Un devrait suffire, mais 3 repas par jour, pourquoi pas. Et les Chinois ont une petite comptine qui joue sur les mots. En fait, qui dit ça vraiment hao, le petit déjeuner doit être bon, mais bon ça veut dire de bonne qualité, hao. Wufan c'est pao. Le repas de midi c'est pao, c'est le sac, donc c'est remplir, c'est le moment où on va. Petit déjeuner c'est vraiment casser le jeûne, des aliments de bonne qualité, mais l'énergie digestive n'est pas encore bonne. La rate là, est en train de se réveiller, elle n'a pas encore beaucoup d'énergie. Donc on va lui donner des choses qu'elle est capable de digérer facilement. À midi, par contre, on a dépensé de l'énergie, il faut faire des provisions pour l'après-midi, donc c'est là où on peut faire le repas le plus important. Et le soir, donc, Wanfan, c'est chao. Chao, c'est peu. C'est-à-dire manger peu et tôt, pour avoir fini la digestion avant d'aller se coucher. Et de nos jours, c'est vrai qu'on a tendance à faire le repas du soir plus important, relativement tard, devant la télé. Donc ça, c'est une chose importante, le rythme et le contenu des repas. Repas réguliers et avec un contenu différent. L'âge de la personne, c'est clair qu'on ne mange pas de la même façon à 2 ans, à 20 ans et à nos âges. Donc, tenir compte des capacités digestives de la personne pour choisir ses repas. Son activité, un travailleur de force ne va pas avoir les mêmes besoins que quelqu'un qui est à son bureau toute la journée. Un travailleur intellectuel va avoir besoin de plus de glucides pour nourrir le cerveau, etc. Donc l'activité va être importante. Et enfin, l'état de santé de la personne, c'est-à-dire qu'on va tenir compte justement de
dans quel état elle est pour savoir qu'est-ce qu'elle peut digérer, qu'est-ce qui peut l'aider. Et là, on arrive dans justement ce que j'appelle diétothérapie, c'est-à-dire se soigner par l'alimentation. La photo de tout à l'heure était sympathique, celle-là elle est pas mal non plus, c'est se soigner par les bons petits plats. Qu'est-ce que c'est la diétothérapie? Donc là on a vu les règles générales de diététique, comment avoir une alimentation équilibrée. La diétothérapie, c'est se soigner par l'alimentation, donc on va utiliser des aliments, mais avec des propriétés spécifiques de chaque aliment, et on peut même les combiner à des plantes. Vous verrez que des plantes, c'est des plantes pour certaines qu'on trouve dans le jardin, c'est pas forcément des choses très exotiques, mais il y a aussi certaines plantes spécifiques de la pharmacopée chinoise. Et par exemple, ce plat-là, que j'avais bien aimé, avec du tofu, des crevettes, des baies de goji, alors je sais pas ce que c'est, ça je pense que c'est des fleurs comment ça s'appelle, des fleurs d'émeraucale, un lys jaune, et puis des asperges. Alors, de ce que j'en sais, c'est probablement pour tonifier les reins et le foie. Puisque vous avez le tofu qui est froid, mais qui va tonifier l'aspect yin des reins. Les crevettes qui ont une énergie plus réchauffante, qui vont tonifier l'énergie yang des reins. Les baies de goji, elles tonifient le yin et le yang des reins, elles tonifient le foie. Les asperges vont tonifier le foie. Et les hémérocales vont détendre le foie, éviter qu'il se stresse comme ça, comme on a vu tout à l'heure, pour faire l'effet de la marche, vont détendre le foie. Voilà, donc un plat comme ça, à l'intérieur de ces jolies choses qui donnent quand même envie de manger volontiers, c'est quelque chose qui va soigner, c'est quelque chose qui va... ça a toujours été important au point qu'à une époque, je crois que c'est à peu près au 6e siècle pour nous, la dynastie des Zhou, il y avait donc 4 catégories de médecins et les premiers, ceux qui avaient le plus haut rang, c'était les médecins de la nutrition. Après, il y avait ceux de la médecine interne, puis ceux de la médecine externe, des traumas, des choses comme ça, et après les vétérinaires. Nutrition, c'était les premiers, et une histoire aussi sur une dynastie plus ancienne du cuisinier du roi qui était chargé de s'occuper de sa santé et qui a tellement bien réussi qu'il est devenu Premier ministre, qu'il a épousé la fille du roi. Le romantisme chinois. Oui, en même temps, ça divise l'importance qu'il est apporté à la nourriture. Alors, comment ça marche la diétothérapie? La médecine chinoise, le diagnostic chinois est basé sur une différenciation de syndromes. Un syndrome, c'est un tableau qui rassemble un certain nombre de symptômes. Donc, on peut avoir quelque chose qui va s'appeler une insuffisance du yin, de l'énergie yin des reins ou du yang des reins, une stagnation de l'énergie du foie quand on est stressé, que tout se bloque, une insuffisance du qi du poumon ou au contraire d'une mucosité qui encombre le poumon. Enfin, voilà. On va déterminer un syndrome, à partir de là, des principes thérapeutiques, la direction qu'on veut donner au traitement, et ça va s'appliquer à n'importe quel outil de la médecine chinoise, qu'on fasse du massage, de l'acupuncture, de la pharmacopée, ou de l'alimentation, ou du qigong, c'est toujours ces mêmes principes. Il y a une stagnation de l'énergie du foie, je vais détendre l'énergie du foie, je vais faire circuler l'énergie. Il y a une insuffisance de yang des reins, je vais tonifier l'énergie des reins, réchauffer, etc. Ces principes-là, en diététique, vont permettre de choisir les aliments qui vont dans le bon sens et éventuellement des plantes qui vont dans le bon sens. Une fois qu'on a tout ça sur notre table, on va essayer d'en faire des bons petits plats. Parce que c'est important, surtout dans les maladies chroniques, en fait, prendre de la pharmacopée. Je ne sais pas si vous avez essayé de boire de la pharmacopée chinoise. Moi, ça fait 30 ans, mais j'ai toujours du mal. C'est très bon quand même. Alors que ça, par contre, je trouve qu'on peut se soigner tout à fait bien de cette façon-là. Et quand quelqu'un a une maladie chronique et qu'il faudrait prendre tout le temps des remèdes, finalement, si on peut soigner avec l'alimentation, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, sur quoi on se base? Sur quelles propriétés des aliments on se base? On va se baser sur un certain nombre de choses. Déjà, dans le caractère chinois She, il y a donc la partie au-dessus, c'est l'homme, et puis la partie ici, c'est yang, c'est ce qui est bon. Donc c'est ce qui est bon pour l'homme, un aliment, déjà. C'est le principe de base. On va s'occuper de la nature des aliments. C'est quoi la nature d'un aliment? C'est l'effet thermique généré par le corps lors de son ingestion, son assimilation. Cliquez ça.
C'est-à-dire, en gros, est-ce que ça fait du froid ou du chaud à l'intérieur du corps quand vous le prenez? Si vous prenez un piment, même s'il sort du frigo, et que vous mordez dedans, à mon avis, vous allez bien vite devenir rouge et transpirer. Parce que la nature intrinsèque du piment, c'est une nature chaude. Si vous buvez un thé à la menthe, elle va plutôt rafraîchir. C'est pas pour rien qu'on voit ça dans les déserts, par exemple, hein, c'est dans les pays chauds. C'est parce que la menthe va justement avoir une énergie rafraîchissante, etc. Tout ça, c'est des aliments qui rafraîchissent. Vous savez, quand vous avez chaud, vous prenez de la pastèque ou un concombre, vous savez que ça vous rafraîchit. Les Chinois ont codifié tout ça et donc ont vraiment déterminé pour tous les aliments s'ils étaient de nature chaude, tiède, fraîche, froide, ou s'ils n'avaient aucun effet thermique, auquel cas, c'est pour ça qu'il n'y en a que 4. La 5e, c'est neutre. Beaucoup d'aliments sont de nature neutre, certains aliments refroidissent, certains aliments réchauffent. Donc dès qu'il y a quelque chose qui est trop chaud dans le corps, de la chaleur, de l'agitation, toutes nos caractéristiques du côté du soleil, hein, chaleur, sécheresse, agitation, etc. Ça veut dire qu'il y a trop d'énergie en, on va prendre plutôt des choses qui rafraîchissent. Si au contraire vous êtes toujours gelé, vous avez trois épaisseurs alors que les gens sont en t-shirt, que vos organes fonctionnent un petit peu lentement, vous manquez d'énergie, ça veut dire qu'il vous manque l'énergie yang, on va plutôt amener des aliments qui réchauffent. Ça c'est le BABA déjà. On prend toujours une base neutre, parce qu'il ne faut pas trop de chaud ni trop de froid, mais à partir de là, on va choisir des aliments dans un sens ou dans l'autre. Deuxième chose, ça va être la saveur de l'aliment. Est-ce qu'il y a 5 saveurs qui vont, je vais développer un petit peu après, saveur acide, saveur amère, saveur piquante, saveur douce et saveur salée. Salée, merci. Saveur salée. Donc les 5 saveurs, on va voir qu'elles ont chacune une action dans le corps et donc on va choisir les saveurs en fonction de l'effet qu'on veut obtenir. Le tropisme, ça dit vers quel méridien l'aliment se rend. C'est-à-dire qu'un aliment est défini non seulement est-ce qu'il est de nature chaude, de telle saveur, mais on dit en plus il rentre dans le méridien du poumon, dans le méridien du gros intestin, le méridien du foie, etc. Ça veut dire que son rôle de refroidir ou de réchauffer, il ne va pas le faire n'importe où, il va le faire là où on veut aller. Donc on choisit les aliments en fonction de ça. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Et enfin, quel mouvement il provoque dans le corps. Si vous buvez de l'alcool, d'après vous, ça fait quoi? Ça monte, ça descend, ça sort, ça rentre? Ça tourne. Ça monte, hein. Ça monte assez facilement, il n'y a qu'à regarder le teint quand on boit de l'alcool. La moutarde, ça monte aussi. Par contre, si vous prenez du thé, vous savez que généralement, il faut que les toilettes ne soient pas trop loin parce que ça a plutôt un effet descendant. Si vous prenez du gingembre ou un plat très épicé, vous savez que vous allez transpirer parce que le mouvement va vers l'extérieur. Si vous mordez dans un citron, ça va plutôt rentrer vers l'intérieur. Donc l'idée, là aussi, les Chinois ont observé toutes ces choses-là et dire, si vous avez une énergie qui a tendance à déjà trop aller vers l'extérieur, vous transpirez, etc., on va peut-être rassembler les choses. Si au contraire, votre énergie n'arrive pas à sortir, par exemple, protéger la surface du corps du froid, on va aider en mettant un petit peu de piquant pour renforcer cet effet-là, ainsi de suite. Si vous avez une migraine avec la tête qui est congestionnée, ça bat dans la tête ou autre, on va prendre des aliments qui font descendre l'énergie pour décongestionner en haut. Si au contraire vous n'avez rien dans la tête, vous avez l'impression de rassembler vos idées, c'est un effort, on va prendre des aliments qui font monter, ou si vous avez des vertiges par exemple. Donc tout ça est codifié, ça veut dire que les aliments, ce n'est pas tant leurs vitamines, leurs minéraux, etc. qui intéressent. À partir du moment où il y a du qin, c'est-à-dire vraiment de la vitalité, ils apporteront des vitamines, des minéraux. Par contre, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de les mesurer en dehors du corps, c'est de mesurer quels effets ils vont avoir dans le corps en médecine chinoise. Je prends un exemple pour les natures et les tropismes. On va équilibrer, je vous disais, yin-yang par la nature de l'aliment. Trop de chaleur, d'agitation, on prend des aliments plutôt refroidissants qui vont descendre. Trop de froid et d'humidité, par exemple, on va prendre des aliments qui réchauffent et qui mettent en mouvement. Tous ces aliments-là, tout ça, c'est froid. Donc j'ai mis des fleurs de chèvrefeuille, des fleurs de forsythia, c'est vrai qu'on en mange. Non, ça c'est de la gentiane.
C'est pas forcément ce qu'on consomme tous les jours, mais ça fait partie de la menthe, du pourpier, de l'aubergine, du pissenlit. Tout ça, c'est froid. Donc, vous pourrez dire, ben, je prends toutes ces choses-là et ça va me refroidir. Que nenni, parce que ça dépend où est la chaleur. Si vous avez par exemple une constipation avec vraiment des selles sèches, ce qu'on appelle chaleur du gros intestin, ben, le mieux, ça sera plutôt d'aller choisir de l'aubergine ou du pourpier qui ont un tropisme vers le gros intestin que de la menthe qui va avoir un tropisme vers le foie ou la surface du corps, par exemple, parce que c'est pas là qu'est le problème. Par contre, si vous avez un début d'angine ou autre, ben, ça sera plus intéressant de prendre la menthe qui va traiter la surface qui est attaquée ou le chèvrefeuille. Si vous avez de la chaleur dans le foie, la vésicule biliaire, comment on pourrait traduire ça en médecine occidentale? Des migraines par exemple, ou des nausées, de l'ictère, des choses comme ça, on prendra la gentiane et le pissenlit par exemple, qui ont vraiment un tropisme sur le foie. Donc à chaque fois, ça permet de ne pas refroidir tout l'organisme si la chaleur est à un endroit particulier. Donc ça permet de être plus précis sur ce qu'on va conseiller. Dans le livre, celui-là que j'ai fait, vous avez des fiches techniques sur les maladies à la fin, sur quels aliments sont ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut plutôt conseiller, mais aussi quels sont les aliments favorables. Et les aliments favorables, c'est toujours ceux qui ont la nature, la saveur et le tropisme qui va correspondre au problème à traiter. Les saveurs. Alors, difficile de parler des saveurs sans parler des 5 mouvements. Je vais aller très vite là-dessus. Les 5 mouvements, c'est 5 classifications de l'énergie. On y retrouve les saisons. Au printemps, vous avez cette énergie qui sort du sol, qui a été réservée dans le sol pendant l'hiver et qui sort du sol avec tout ce vert qui sort avec un mouvement ascendant. Ça va être associé au bois. Le feu, c'est le plein été, donc quand il fait très chaud et que tout a pris de l'expansion, les fleurs et les fruits commencent à apparaître, sont apparus. La terre, ça va être la partie la plus centrale. C'est à la fin de l'été la partie des récoltes. C'est là où on coupe les blés, où on rassemble les choses. Ensuite, vous avez l'énergie du métal, qui est une énergie plus descendante. C'est là où les arbres perdent leurs feuilles, où l'énergie redescend dans les racines. Nous, on commence à déprimer un petit peu à peu près à ce moment-là. Donc ça, c'est l'énergie métal, plus descendante, plus rassemblante. Et puis, on continue en hiver, toute l'énergie est coincée, est plutôt dans les racines. Nous, on a envie d'être dans la maison, et puis pour nous, notre énergie est plus au centre du corps. Donc, 5 saisons, 5 mouvements. On peut dire aussi, ça c'est l'enfant, ça c'est le jeune adulte, ça c'est l'adulte mûr. C'est le moment où il récolte justement tout ce qu'il a semé avant. Et puis là, on ne raconte pas la suite. Bon, c'est un cycle, donc il y a de l'espoir. Etc. Donc tout est classé de cette façon, y compris les organes. Vous avez foie, vésicule biliaire, cœur, intestin grêle, rate, pancréas, estomac, poumon, gros intestin, rein, vessie, qui vont correspondre à un mouvement. Je n'ai pas le temps de vous le développer, mais sachez simplement ça. Et dans cette classification, on va avoir les saveurs. L'acide correspond au bois, la mer au feu, le doux à la terre, le piquant au métal, le salé à l'eau. Mais il y aura aussi des couleurs, il y aura aussi des odeurs, il y aura aussi la consistance. Donc, tout ça va être associé à un mouvement. Plus vous variez votre alimentation, et plus vous allez avoir les 5 saveurs, les 5 couleurs, les 5 parfums, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chacune des saveurs en petite quantité tonifie l'organe qui lui correspond. Bonne nouvelle. En trop grande quantité va léser cet organe-là. Donc il faut trouver la bonne quantité. Ça veut dire que la saveur acide va tonifier l'énergie du foie. L'énergie du foie, c'est tout ce qui est musculaire, c'est les yeux, c'est le fait de pouvoir être bienveillant avec les gens, d'être patient, bienveillant. Si vous mangez un peu d'acide, ça va plutôt tonifier ça. Si vous en mangez trop, vous allez avoir des tendinites, des crampes, vous allez avoir tendance à serrer facilement, vous mettre facilement en colère, avoir facilement des maux de tête puisque les méridiens vont à la tête, et ainsi de suite. Et pour chaque organe, on va pouvoir dire qu'un petit peu de cette saveur tonifie l'organe, trop de cette saveur laisse l'organe. Actuellement,
Je ne peux jamais m'empêcher de dire ça, je suis désolée. Actuellement, dans notre alimentation, on a beaucoup de doux. Alors, le doux, c'est la saveur du riz cuit sans sucre, sans sel. Et le maximum de doux qu'ils connaissaient à l'époque, c'était la canne à sucre, pas la betterave, qui est 80 fois plus sucrée. Et pas le glucose, et pas le sirop de glucose, qui est encore plus sucré. Donc, actuellement, on mange trop sucré, trop salé, et trop acide. Dès qu'on mange des aliments transformés, en fait, tous les conservateurs sont des acides. Du coup, pour cacher le côté acide, on rajoute du doux. Et puis le sel, c'est bien pratique parce que ça fait gonfler les aliments, ils sont plus flous, ils en ont moins dans la boîte et puis on fait plus de profit. Bon, tout ça pour dire que actuellement, on a beaucoup ça. Le piquant, les épices, ce genre de choses, vous avez des personnes qui aiment manger très épicé, ou qui ont besoin de manger très épicé, puis il y en a d'autres qui n'utilisent pas du tout épicé. Donc on a un peu des extrêmes souvent. Et la mère, qui nourrit le cœur abrite l'esprit dans la pensée chinoise, c'est quand même important. La mère qui nourrit le cœur, il a disparu petit à petit de notre alimentation. Quand j'étais petite, moi, je mangeais une endive, on mettait de la pomme, je me rappelle, dans la salade d'endive pour que ça soit supportable. Actuellement, vous croquez une endive, c'est super agréable. Les artichauts, pareil, il y avait de l'amertume, il n'y a plus d'amertume. Donc tout est fait pour que ça plaise au goût. Les transformations de l'industrie agroalimentaire. Le problème étant que la saveur amère, à part dans le café, le thé, il y a de moins en moins d'aliments qui apportent cette saveur amère. Ce qui est dommage parce que l'énergie associée au feu, pour les Chinois, le cœur abrite l'esprit, donc la capacité, les humeurs aussi, la capacité aussi d'avoir une spiritualité et d'être bien centré. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire, mais je voulais vous dire autre chose sur les sujets, ça me revient en charge que plus. Comment ça se fait que ces légumes dont je parlais sont moins amers? C'est parce qu'ils ont choisi des... Parce qu'il y a des hybridations, des transformations, bien sûr, et c'est transformé petit à petit pour que ça puisse plaire davantage aux personnes. J'ai eu l'occasion de regoûter des artichauts venant du jardin de quelqu'un il y a pas longtemps. Ça m'a rappelé les artichauts de mon enfance, c'est pas ceux qu'on trouve dans le commerce actuellement. Donc voilà, un petit peu dommage qu'on n'ait plus assez de ça. Et quand on regarde les émotions associées à ça, l'émotion associée au bois, c'est la colère, émotion négative, parce que en grande quantité ça lèse. L'émotion associée à la terre, c'est l'anxiété. Et l'émotion associée à l'eau, c'est le salé. Donc manger trop salé, manger trop salé, trop acide et trop doux, ça va donner de l'anxiété, de la peur et de la colère. Ça vous rappelle quelque chose? Ah oui, la société actuelle. C'est pas mal vu. Mangez de la mer, consommez de la mer et consommez un peu de piquant. Et équilibrez vos énergies. Attention à ne pas manger trop de doux. Mais on vous le dit à la télé, ne mangez pas trop sucré, pas trop salé. Juste à côté de choses qui sont salées et sucrées. Donc chaque saveur, on a vu en petite quantité tonifie un organe, en grande quantité peut le blesser. Et en plus, chacune a une action. J'ai déjà vu l'acide, quand vous mordez dans du citron, vous voyez bien ce côté astringent qui va rassembler. L'amer, qui est associé au feu, va plutôt éliminer la chaleur et faire descendre. Quand vous buvez quelque chose d'amer, un thé par exemple, on dit qu'il élimine la chaleur par les urines. Donc quand vous prenez quelque chose d'amer, très souvent ça a un effet diurétique et ça élimine la chaleur de cette façon-là. Le doux, donc le doux, je vous rappelle, c'est pas très sucré, c'est vraiment le doux, tonifie et relâche les tensions. Ça, je suis sûre que vous le savez, dès que vous êtes stressé, qu'est-ce que vous faites? Des trucs sucrés et ça va mieux. Donc le doux tonifie, relâche les tensions. Le piquant mobilise le chi. Donc ça mobilise l'énergie dans le corps. Le fait de manger piquant va remettre du mouvement dans l'énergie, dans les liquides, etc. Donc c'est important. Et il extériorise, si vous prenez quelque chose de très piquant, par exemple, prenez du gingembre, une infusion de gingembre, ça va vous faire transpirer. C'est le côté extériorisant. Donc on peut s'en servir pour faire transpirer. En diététique chinoise, par exemple, vous attrapez un coup de froid, vous mettez 3 rondelles dans de l'eau infusée dans de l'eau bouillante. Vous mettez un tout petit peu de sucre roux pour protéger la rate du côté agressif du gingembre, et vous prenez ça, vous le mettez sous la couette, vous transpirez un grand coup. Les Chinois disent le froid est rentré par la peau,
Et bien, le plus court moyen de le faire ressortir, c'est par la peau. Donc on fait transpirer et ça va se passer. Et généralement, le lendemain, on va le. Et le salé est émollient. Et il va aider à éliminer par les sels plutôt, par le côté puriatif. Vous savez, si vous devez faire une coloscopie, on vous fait boire quelque chose de très salé. Le chlorure de magnésium aussi, c'est un très bon moyen de lutter contre la constipation. Le côté salé, même l'eau chaude salée, va avoir un effet pour ramollir ce qui est dur. Donc on va se servir aussi en fonction des principes thérapeutiques qu'on aura définis, on va se servir des aliments pour cette orientation-là. Est-ce que j'ai entendu ça ou non, j'ai plus faire. Donc ça je passe, c'est trop long. Les plantes, bon, juste pour info qu'on peut rajouter, ben, il y en a qui sont simples à trouver. Vous avez cette fleur-là, la fleur des mérocales, c'est un lys orangé là, qu'on trouve dans le jardin. Ça s'appelle la fleur qui fait oublier les soucis. C'est une fleur. Alors on l'accueille généralement en bouton, on la fait sécher et on met ça dans les soupes. Et c'est une fleur qui détend justement quand on est stressé, quand on est un petit peu. Les fruits d'aubépine, ça va avoir un effet sur le cœur, ça va avoir un effet sur la digestion. Parce qu'on a la menthe qui va aider à rafraîchir. Et quand on a un début d'angine, des maux de tête, ça peut aider. Forsythia et chèvrefeuille qui sont les antibiotiques de la médecine chinoise. Vous avez des mûres blanches qui nourrissent les reins, vous avez le cardamome qui favorise le feu digestif, etc. Les chèvrefeuilles, c'est ce qu'on trouve dans le jardin? Oui, si c'est le Sinensis japonica. D'accord. Et qu'il est bio. Rouge d'aubépine, on les met dans une tisane comme ça? Parce on les fait sécher et après on les met, voilà, c'est un petit peu acidulé, on peut les mettre dans une tisane. Après, la peau d'orange? Oui, la peau de mandarine. En fait, la peau de mandarine séchée qui est un des grands remèdes pour favoriser la digestion. Une infusion de peau de mandarine séchée à la fin du repas, si vous ne digérez pas bien, ça va aider à digérer. Et des boutons roses? Les boutons de rose, c'est hormone-like pour les femmes. Et aussi, ça détend complètement. Si vous êtes stressé, ou si vous avez un syndrome prémenstruel important, les boutons de rose seront intéressants pour ça. Voilà. J'en ai mis quelques-unes, mais voilà, chaque plante. Après, ça c'est, on rentre dans plus les plantes comme les baies de goji, les graines de lotus, les jujubes, la racine d'astragal, l'igname, etc. Il y a pas mal de choses. Alors j'ai été surprise, après d'ici, il y a un magasin chinois, l'Asia, ils ont de plus en plus de plantes comme ça disponibles, justement qu'on utilise en diététique chinoise. Est-ce qu'elles sont bio, voilà. les plantes? Vous l'avez enlevé le magasin chinois? Un magasin chinois. Alors, celle chinoise, non. Ils n'ont pas une référence dans les. Non. Celle chinoise, non. Après, celle que vous avez, celle que j'ai vue là, j'ai regardé, elles ont l'air d'être intéressantes. Je ne suis pas sûre qu'elles soient bio, mais en tout cas, au niveau qualité de plantes, c'est de la belle qualité. Après, il faut aller chez les fournisseurs de plantes chinoises qui, eux, ont un cahier des charges vraiment top de la qualité. Alors, pour soigner, on va avoir plein de choses possibles. Des jus, des thés, des infusions, des soupes, des gruaux, des œufs, des pâtes, des fruits. Tout ça, vous voyez qu'on a de quoi se soigner, il y a des choses assez sympathiques. Je vous ai mis ça en image avec quelques exemples si on a encore un peu de temps. Des jus de fruits, des jus de légumes, des jus de plantes médicinales peuvent être intéressants. Il faut juste faire attention à ce qu'ils ne soient pas trop concentrés. Vous voyez un grand verre d'un jus de baie de goji comme ça, par contre, non, ça c'est juste pour la photo. C'est-à-dire c'est toujours en petite quantité et généralement les Chinois ajoutent de l'eau chaude pour que justement ce soit tiède et que ce soit plus facile. Ça serait trop concentré en principe actif en fait de boire des jus purs. Alors, mais par exemple un jus de pastèque va être très bon en été pour rafraîchir s'il y a trop de chaleur. Un jus de céleri va détendre l'énergie quand vous êtes stressé. Un jus de gingembre et avec un peu de canne à sucre, donc s'il y a beaucoup de gingembre, faire transpirer, mais sinon c'est un très bon remède pour les nausées en fait. Le jus de radis c'est bon pour quand on a beaucoup de mucosité, en fait, pour libérer le poumon. Après il y a tout ce qui est thé et infusion, donc le thé, on connaît le thé bien sûr qui déjà en soi est un remède. Mais on peut avoir le fait de rajouter des plantes. Ici, vous avez ce qu'on appelle un thé aux 8 trésors, je crois. Vous avez des baies de goji, des fleurs de chrysanthème, des jujubes, et puis il doit y avoir un certain nombre d'autres plantes à l'intérieur.
on va bénéficier par l'infusion des qualités de ces plantes-là. Celui-là, avec ces plantes en forme de crochet, c'est quelque chose visiblement pour l'hypertension et les vertiges. Chaque thé va avoir une infusion de menthe, va libérer, quand on a un début d'angine par exemple, ça va vous aider. Les soupes. Les soupes, c'est quoi une soupe? C'est une décoction dans laquelle on met des légumes. En gros, qu'on mette des racines, des champignons, c'est pareil. Le mot tang en chinois, ça veut aussi bien dire soupe que décoction. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une soupe? C'est des légumes dans lesquels on peut mettre ou non de la viande, du poisson, etc. et dans lequel on peut rajouter des plantes médicinales. Pour moi, c'est une des grandes façons de me traiter, c'est-à-dire que quand je fais de la soupe, j'ai toujours quelques plantes médicinales que je rajoute dedans. Il y en a un certain nombre, comme l'astragale, tout ça, qui n'ont pas de goût particulier, et je les sors avant de mixer ma soupe, et ça me sonne comme ça. Donc on peut tout à fait utiliser des plantes, on peut tout à fait rajouter des choses dans les recettes de soupe. Les gruaux. Alors les gruaux de riz généralement, mais ça peut être d'autres céréales. Bon là c'est vrai que c'est pas sexy, hein, c'est petite quantité cuite dans beaucoup d'eau et longtemps. Donc on arrive à une consistance qui ressemble à la consistance de la colle à papier peint. Donc oui, c'est pas sexy. Mais par contre, c'est quelque chose qui est considéré comme le remède de base. Dès qu'on est malade en Chine, c'est de toute façon ça. Dans tous les petits déjeuners, vous avez du gruau de riz. En fait, c'est une petite quantité de riz qui est cuite longtemps, donc qui a gonflé, enfin qui fait, toute l'amidon est parti dans les liquides. C'est la saveur douce qui va tonifier la rate, le pancréas, l'estomac, donc qui va tonifier le centre et qui va favoriser l'énergie à partir de là de tous les organes. Vous avez vu tout à l'heure, l'estomac, la rate, c'est le centre à partir duquel sont envoyés les nutriments, l'énergie des nutriments au poumon et au cœur pour fabriquer l'énergie, le sang, le liquide pour tout le corps. Si rate et estomac vont bien, tout le reste va bien aller. Donc quand on a une digestion faible, c'est favorable. Et puis on peut mettre plein de choses dedans, des légumes, des fruits, des épices, des plantes. Quand je fais des ateliers, on fait des différents gruaux pour montrer justement comment on peut se soigner avec ça. Et il existe des livres entiers de recettes de gruaux. En Chine, moi j'en ai des livres en chinois en quantité pour soigner tel truc, pour soigner telle chose, pour telle saison, pour tel moment de l'année. Toute une quantité, s'adapter. Les œufs, alors différentes façons, les œufs eux-mêmes sont thérapeutiques, le jaune va avoir une action plus pour la rate et l'estomac, le blanc pour le poumon, mais les œufs eux-mêmes déjà sont nourrissants, c'est des protéines, ils sont très utilisés en diététique chinoise. En fait, vous faites une infusion, une décoction de plantes et vous faites cuire votre œuf dans la décoction avec les plantes. Quand il est presque dur, vous les calez et vous le remettez dans la décoction pendant 3 minutes et il va s'imprégner de la décoction. Ensuite, vous mangez l'œuf. Vous n'êtes pas obligé de boire la décoction, mais il aura imprégné la décoction. Donc, c'est une autre façon de prendre les plantes chinoises et d'en bénéficier. Bon, ça, c'est une recette que j'aime bien, c'est un œuf cocotte pour l'insomnie. Un œuf cocotte, en fait, vous cassez votre œuf dans un petit poêlon, vous mettez un petit peu de sucre et on utilise des langanes qui sont un fruit, on trouve assez facilement des langanes séchées dans les magasins chinois ou fraîches, et vous mettez des langanes dedans, qui est quelque chose qui va favoriser le sommeil. C'est une recette chinoise, ça. Les pâtes et les crêpes. Alors ça aussi, je trouve ça intelligent, la façon dont ils utilisent ça. C'est-à-dire que pour faire des pâtes, il faut de la farine. Mais à cette farine, vous n'êtes pas obligé de prendre que de la farine de blé ou que de la farine de riz, par exemple. C'est-à-dire que vous pouvez mélanger de la poudre de plantes médicinales. Une personne diabétique ou une femme qui a des bouffées de chaleur, par exemple, on va utiliser de la poudre d'igname, de yam, qu'on va mélanger à la farine, et puis du coup, quand elle va manger ses pâtes ou ses raviolis et tout, elle va se soigner, puisqu'on utilise les plantes qui vont bien. Ça peut être ça, ou ça peut être le fait de, au lieu d'utiliser de l'eau, pour faire de la pâte, il faut de la farine et de l'eau, là on utilise une décoction ou une infusion de plantes médicinales, ce qui fait que là aussi vous bénéficiez des plantes à travers votre alimentation.
trouve assez futé. Oui, c'est bien. Bon, il y a des gâteaux médicinaux. Ça, c'est un gâteau traditionnel à base de riz gluant, glutineux, pardon. Riz gluant, ça fait tout de suite pas envie. Riz glutineux, dans lequel on met en fait un certain nombre de fruits secs et de fruits. Généralement, il y a des jujubes, des baies de goji, des noix, des amandes, du raisin sec, etc. Et on va consommer ça. C'est un gâteau, ça s'appelle le gâteau au trésor. On consomme ça souvent en hiver, parce que ça va être glutineux et réchauffant. Et puis on a tous ces fruits secs qu'on trouve en hiver et qui sont très tonifiants pour le corps. Les plats cuisinés, alors, il y a de tout, et qui peuvent être présentés de façon tout à fait sympathique. On va avoir toutes les cuissons possibles. Par exemple, le fait, quand vous cuisez un poulet ou un lapin, de mettre des baies de goji, le côté tonifiant des reins et du foie des baies de goji va passer dans la viande. Il y a un poulet qui s'appelle le poulet pour réchauffer l'intérieur, où on va farcir le poulet de toutes les plantes réchauffantes, du gingembre, il y a de la cardamome, il y a du poivre, du sichuan, il y a plusieurs plantes comme ça qu'on va mettre à l'intérieur du poulet, puis on va le faire cuire. Et ce qui fait qu'après, vous avez toutes les saveurs et en plus tout l'effet réchauffant et tonifiant des plantes qu'on peut trouver là-dedans. Ça, c'est un poisson au gingembre, de la purée d'igname. Ça, c'est une recette aussi pour calmer l'esprit. C'est une recette de brochettes de cœur d'agneau à la rose. En fait, on fait des brochettes de cœur d'agneau. Le cœur nourrit le cœur et comme le cœur abrite l'esprit, ça va calmer l'esprit. Et on fait ça à la rose, je vous ai dit tout à l'heure, la rose ça détend, ça calme. Donc on fait une infusion de rose salée et on trempe les brochettes dedans avant de les griller, puis on trempe les brochettes, on les grille, etc. Donc ça va parfumer et ça apporte l'effet de la rose qui est de calmer le cœur, puisque le cœur va au cœur. Sirop, confiture et pâte de fruits, un sirop c'est quoi? C'est une infusion pour laquelle on va utiliser, une infusion ou décoction, pour lequel on utilise du sucre comme conservateur. Les confitures, c'est un peu la même chose, on fait cuire des aliments et on utilise des sucres comme conservateur, et pâte de fruits, pareil. Donc, une pâte de fruits qui est faite, les pâtes de coin, c'était un petit peu cet effet-là. Je ne sais pas si c'est un effet particulièrement thérapeutique, mais je me rappelle ma professeure chinoise, qui disait, nous, quand on était gamin, il existe une pâte à base d'asperges, justement. En fait, c'était trop bon. Donc, c'est aussi se soigner par des choses agréables. Dans la série Les sirops, où j'ai trouvé une correspondance entre la Chine et la France, quand j'étais gamine, qu'on toussait, ma grand-mère nous faisait du sirop de figue sèche. Elle prenait des figues sèches, un paquet de figues sèches, elle mettait dans l'eau, elle laissait cuire très longtemps pour faire un sirop, et après elle nous donnait ça. Pareil, on toussait pour avoir du sirop. Et j'ai retrouvé la même recette en Chine, comme quoi les grands esprits ou les grandes expériences se rencontrent. Et enfin, les vins médicinaux. Les vins médicinaux, c'est soit des fruits, par exemple, ou des aliments macérés, ou des plantes macérées dans de l'alcool. La cerise à l'eau de vie, c'est un très bon remède pour les problèmes articulaires, il ne faut pas en abuser. Mais une par jour, par exemple, en hiver, pour les personnes qui ont des troubles articulaires, la cerise va avoir un effet sur les articulations. Le vin, l'alcool fait circuler le sang. Or, pour les Chinois, quand il y a des douleurs, c'est que ça ne circule pas bien. Donc ça va améliorer, et le tout réchauffe. Donc ça va améliorer les douleurs liées au froid, aggravées par le froid. Les Chinois ont beaucoup de vins médicinaux. Celui-là, Sichuan Taputang, par exemple, Tapuchu, c'est un vin pour la grande tonification des organes, mais nous, avec la chartreuse, on a aussi une certaine... On a aussi des vins médicinaux, c'est pas une spécificité. Donc les vins médicinaux, depuis longtemps, c'est quelque chose qui est utilisé. Après, c'est pareil, petite quantité, raisonnable, et pour les Chinois, c'est toujours dilué dans de l'eau chaude. C'est jamais pur, pour que ça soit plus facilement assimilé. Voilà, je vous ai raconté. Merci beaucoup. Super. Voilà. Super. Oh, moi, j'ai retrouvé l'ambiance. Oh, quel bonheur. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ça. N'hésitez pas. Je vous mets mes coordonnées. Oui. Vous avez parlé uniquement qualitatif.
est-ce que quelquefois on doit prendre en compte l'élément quantitatif, comme nous en médecine diététique occidentale, on a la notion de calories? Alors, ça va pas être la notion de calories, la notion quantitative, je vous l'ai dit déjà par rapport au nombre de repas, par rapport à l'état de la personne, plus la personne est faible, plus on va donner une petite quantité, mais quantitative en termes de calories, non. Ça, c'est pas du tout utilisé.